Bonjour à tous, je suis le baroudeur ludique, bienvenue dans ma caravane virtuelle. Oui, virtuelle, oui. Car aujourd'hui on ne va pas traiter d'un ouvrage ludique en dur, mais plutôt de PDF. Ou pour être plus précis, du pack d'initiation du jeu de rôle Legacy of the Crown, l'héritage de la couronne, un jeu steampunk qui a remporté avec succès son financement participatif sur Ulule le 18 juin 2022. Alors c'est un jeu auto-édité avec composé d'une équipe de créateurs qui sont plus ou moins connus ou expérimentés dans le milieu du jeu et qui avaient envie d'avoir un bébé ludique commun. Rassurez-vous, on peut déjà le dire d'entrée de jeu, ils y sont arrivés, c'est bien un jeu professionnel, il a passé la rampe. Mais ici, nous allons nous borner donc à ce fameux pack d'initiation qui comprend un certain nombre de PDF. Alors ce qu'on va trouver en introduction, ce sera d'abord un contenu du kit qui est un petit résumé de ce qu'on va trouver, de savoir à quoi on peut s'attendre, hein. Ça c'est juste un document de 2 pages, c'est sobre, c'est joliment présenté, il y a un beau dessin, le papier est de type parcheminé, j'aime beaucoup moi ça, ce type de papier là. Alors ici vous avez donc Scully, l'homme squelette, donc le skull, le crâne, hein, l'homme crâne, une espèce d'esprit démoniaque qui va vous guider le long de votre lecture. On a toujours cette espèce de petit humour rôliste, on va dire, Scully, Skull, c'est un peu lourd hein, si on veut, mais ça a un côté charmant. Moi j'aime bien qu'on ait ce petit humour potache dans le milieu du jeu de rôle, en tout cas ça ne me dérange pas. C'est vrai que si c'était une lecture de culte, je serais peut-être moins approprié, mais ici ça passe parfaitement, ça donne un côté dynamique et enjoué à la lecture et que c'est pas du tout négligeable. Alors les dessins sont tout à fait agréables. C'est le premier document, donc le contenu du kit. Nous avons une petite introduction pour savoir où on met les pieds. Donc voilà, nous sommes en 1886. Dans le Grand Royaume. Alors le Grand Royaume, c'est tout simplement le Royaume-Uni. On nous dépeint une atmosphère de grisaille, et les gens n'ont pas le moral, c'est pas trop la joie. Au début du siècle, le roi William IV et ses associés découvrent un matériau révolutionnaire qui allait changer à tout jamais l'histoire de la technologie et de ce fait de l'humanité, le Véridium. Alors le Véridium, voilà, là on est effectivement bien dans les grands canons du steampunk, hein, donc 19e siècle, époque victorienne, donc révolution industrielle, et alors évidemment on découvre un minerai qui permet d'accéder à de la technologie, une technologie qui est tellement performante qu'elle pourrait être assimilée à de la magie, et qui est un peu en décalage aussi avec l'époque. C'était aussi une époque de tous les possibles, hein. On se retrouve avec des mechas, des drones de sécurité, des drones de combat. Là on voit déjà qu'on est aussi dans une ambiance un peu dictatoriale, un petit peu poussive au niveau de l'autorité, hein, que ces inventions-là sont aussi permettent de fabriquer donc de nouvelles choses au niveau militaire et au niveau perte de liberté, contrôle du peuple, hein. Mais ça reste quelque chose d'absolument incroyable. Le Véridium a tout simplement bouleversé la surface du royaume. De nouvelles possibilités inédites s'ouvrent au monde. Le seul problème, c'est que, comme bien souvent, ce genre de cadeau, hein, ce genre de pouvoir a un prix. Et ce prix, c'est l'apparition d'une épidémie de rouille. En tout cas, c'est comme ça qu'on le peuple l'appelle, ça se murmure. On ne le dit pas officiellement, parce que ce serait problématique, surtout que la reine Victoria, qui est un despote, est extrêmement fan évidemment, et est extrêmement favorable à l'utilisation de ce Véridium. Le souci, c'est que il rend malade, il détruit l'écologie autour, donc les paysages, il corrompt, et il peut même faire à ce que de pauvres habitants qui n'ont rien demandé à personne se transforment en bêtes, en créatures assoiffées de sang. Donc on est aussi dans quelque chose où on peut retrouver des notions d'occulte,
de monstruosité, de mutation. On n'est déjà plus tout à fait dans quelque chose de réaliste, pur et dur, hein. Magie technologique, contamination, pandémie, despote, gros trucs mécaniques, gros méca. On est bien dans du steampunk, il n'y a pas de doute là-dessus. On a une petite définition du jeu de rôle, et plus particulièrement du jeu de rôle Legacy of the Crown. Le matériel nécessaire, et bien là, si vous aimez bien vos dés, nous savons que les rôlistes adorent gigoter leur bourse de dés. Eh bien là, vous allez vous faire plaisir, hein, des 4, des 6, des 8, des 10, hein, pour aussi du descend. Parfait, conseillé 4 à 6 personnes pour la table. Oui. Le maître de jeu est appelé le MJ, donc le maître de jeu, il n'y a pas de particularité à ce niveau-là. On nous explique un peu son rôle, les personnages joueurs, on nous explique qui sont les personnages joueurs, qu'est-ce que c'est qu'être un personnage joueur. Et nous avons ensuite une explication de ce à quoi servent les feuilles de personnages. Donc on est effectivement, on nous réexplique quelques bases que les joueurs qui ont roulé leur boss, bah voilà, ça va leur passer au-dessus de la tête. Ils seront déjà passés au livret suivant, mais effectivement là on est bien dans de l'initiation, même au jeu de rôle pur et dur dès cette introduction, puisque là ça peut parler à eh bien au jeune gars ou à la jeune fille qui vient d'acheter son premier jeu de rôle. Paf, très bien. Donc premier kit du contenu de page, ben c'est très bien, pourquoi pas avoir une petite introduction comme ça, moi je trouve ça très bien pour savoir vers où on va. Alors, ensuite on passe au guide de poche. Le guide de poche, ben ça c'est un petit peu une description de l'univers. Ça démarre sur une illustration de contexte de qualité, on est toujours sur ce papier parcheminé, monochrome, et on nous plonge directement dans les rues de Londres où on peut voir, eh bien, en haut à gauche un drone qui survole la chaussée en émettant beaucoup de fumée noirâtre. Il y a un policier avec ses casques typiques de Londres, mais ce n'est pas un humain, c'est un mecha. On voit un chariot tiré par un cheval, des habits typiques du 19e siècle, et même une voiture type années 20 qui avance vers nous. Il y a des réverbères, toujours cette brume londonienne. On voit également qu'il y a un humain qui porte aussi l'uniforme de Sa Majesté, donc humain et mecha se fréquentent de manière habituelle. Et on peut voir ici en bas à droite un mendiant qui semble souffrir peut-être d'une maladie, peut-être d'une mutation. En tout cas, ça ne doit pas être étranger à l'épidémie de rouille. C'est très bien de mettre ce genre d'illustration en introduction, ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance. On enchaîne ensuite avec un panorama de la situation. On va parler de la reine Victoria, qui est un personnage vraiment important dans le setting de ce jeu, et plus particulièrement de sa prouesse victorienne. Évidemment, la reine Victoria, elle, est pour un développement technologique croissant, surtout depuis la découverte du Véridium. Ça a permis à sa civilisation de faire des bonds en avant qu'on n'a jamais vu auparavant, à tel point que cette prouesse victorienne est presque devenue une religion. Non, elle est même carrément devenue une religion, puisque ça a permis de développer la foi caréenne. Alors autant vous dire que dans ce genre de cadre, la reine Victoria, qui est déjà bien une figure autoritaire emblématique, ici elle est carrément considéré comme un fragment de Dieu lui-même, hein, grâce à la foi caréenne. Donc vous imaginez bien que son pouvoir est décuplé par cette situation. On fait aussi un point sur le Véridium et bien le prix qu'il y a à payer pour l'utiliser. C'est sûr que le Véridium a changé la face du royaume en bien sur beaucoup de points. Il a permis de faire de grandes avancées technologiques, mais il est un véritable fléau à cause bien de la rouille et de toutes ses conséquences sur l'environnement, sur les gens, même je dirais de toute la concentration de pouvoir que ça met entre les mains de la reine Victoria et qui affaiblit le peuple d'une certaine façon, lui laisse moins de possibilités de désobéir si la désobéissance venait à s'imposer. On aborde ensuite la politique du Grand Royaume,
que ce soit au niveau territorial ou au niveau de la façon dont le pouvoir est exercé. Donc c'est évidemment un régime où l'ordre et la répression sont très importants. On parlera un peu de la Royal Army, de la police et de gens bien qui s'y opposent, hein, qui ont d'autres idéaux comme par exemple les rôdeurs. Ensuite vient un petit chapitre sur la rouille. Hein, qu'est-ce que la rouille? Quels sont les fléaux de cette rouille? Qu'est-ce que ça engendre comme type de créature? Comment c'est vécu par l'ordre des médecins qui, lui, a des solutions qui sont parfois très radicales par rapport à ça. On pourrait aller jusqu'à exécuter les gens ou les enfermer pour que cette rouille ne se communique pas à d'autres personnes. Vient ensuite une description des différentes factions que nous pouvons trouver dans le jeu. Alors, il y a des factions qui sont amies de la reine Victoria, comme par exemple la Royal Army, qui sont tout simplement les soldats de la couronne, ou encore l'ordre des médecins, qui est tout de même scindé en deux parties, à savoir d'un côté les médecins de la reine, qui eux sont évidemment extrêmement favorables à la reine, et les médecins de cuir, qui eux sont plus proche du peuple. Nous avons également l'université théurgique, hein, composée des mages du Grand Royaume. Ils sont mystérieux, ils sont très puissants, ils sont dangereux. Et aussi, nous avons l'église d'ascendance, qui est une branche de l'église caréenne, qui, elle, se travaille à développer la prouesse. Et nous avons d'autres factions qui sont apolitiques ou plutôt dissidentes, comme par exemple les mercenaires qui vendent leurs services contre de l'argent. Nous avons la Ligue des Ombres qui est composée d'assassins. Alors ces assassins travaillent pour le plus offrant, mais également pour la couronne. Il peut être pratique de se débarrasser parfois d'acteurs politiques gênants. Il y a aussi le Cercle de Fer. Alors le Cercle de Fer, lui, il est entièrement opposé au développement technologique. Et nous avons les rôdeurs. Les rôdeurs, eux, ce sont des hors-la-loi, des marginaux qui vivent à l'abri dans les forêts et qui veulent défendre la nature, notamment contre les dégâts de la rouille. Toutes les descriptions sont riches, ou en tout cas suffisantes pour avoir vous dessiner un petit peu le portrait des membres de ces factions-là. Vous n'avez pas énormément de lignes dessus, mais c'est vraiment assez pour aborder le scénario qui vient dans le module et pour même créer des choses et vous faire une idée générale de l'univers et des forces en place. On aborde ensuite les différentes régions du Grand Royaume, les Lands. Ce sont un peu des biomes avec leur atmosphère propre. Nous avons par exemple le Queen's Eden, c'est le siège de Sa Majesté la Reine, qui est le cœur politique du Grand Royaume. C'est une zone urbaine où on retrouve des villes aussi prestigieuses que Londres et Oxford, et vous vous doutez que là le contrôle est important et que la fidélité à la reine est elle aussi très présente. Nous avons les Midlands, qui est là on est plutôt dans une zone agricole et des terres un peu plus sauvages. Nous avons les Greyfields. Alors les Greyfields, là on est plutôt dans les zones industrielles du Grand Royaume, les zones un peu plus polluées avec des usines, et l'Irlande qui bénéficie toujours d'un statut un peu particulier. A noter que si vous voulez déjà consulter ce genre d'informations sans même avoir le kit d'initiation, vous pouvez vous rendre sur le site de Legacy of the Crown. Il y a déjà ces éléments-là de background expliqués un petit peu autrement. C'est complet et ça vous permet déjà de vous faire une idée de ce que vous allez trouver en cours de jeu, de vous imprégner de l'atmosphère de cet univers. Et on clôture ce livret sur une carte du Grand Royaume, plutôt bien faite, c'est clair. Moi je vous conseille de l'imprimer et de l'afficher peut-être en arrière-plan pour que vos joueurs sachent de quoi on parle. Et nous voici prêts à embarquer dans le 3e volume de notre pack d'initiation
à Legacy of the Crown, à savoir la Gazette de Scully. Ici, il va être question du système de jeu, donc des mécanismes qui vont nous permettre de mettre toute l'aventure en branle. Comme d'habitude, la présentation est sobre, on est face à un papier parcheminé, on est dans les tons bruns, il y a des petites taches de sang par-ci et par-là. Voilà, impeccable, ça reste cohérent. Au niveau du système, on est face à un système décent, donc type Basic System ou Chaosium, avec des petites variations, tantôt intéressantes, tantôt peut-être un peu plus maladroites, mais qui font quand même qu'il y a une recherche d'appropriation du système à l'univers de jeu, et ça je ne peux que l'applaudir des deux mains, puisque je suis extrêmement favorable à ce type d'initiative. Jetons un œil à la fiche de personnage. Bon, on peut pas dire qu'elle soit esthétiquement affolante, hein. C'est très même compact. Il y a des petits éléments, hein, ici comme les cases, qui sont pas des bêtes rectangles, qui peuvent donner un petit côté 19e siècle, mais bon, c'est pas franchement joli, mais c'est quand même bien organisé, les informations sont là, c'est juste, ça va être très, voilà, compacté. Ici, petite case avec la classe de votre personnage, et vous avez le petit rectangle vignette où vous pouvez dessiner le portrait de votre personnage ou coller une photo ou quoi que vous vouliez d'autre, hein, une mèche de cheveux, je sais pas. Nous avons l'âge du personnage, le sexe, sa taille, son poids, nom. Voilà, jusque-là que du classique, le rang du personnage, sa faction, son titre et sa région natale. Ici, nous avons l'expérience, l'influence, les points d'influence du personnage, les caractéristiques, hein, bien placées au centre, ce qui est très bien. Donc ici, physique, intelligence, constitution, volonté, agilité, charisme. On retrouve les 6 caractéristiques habituelles, hein, on va dire le physique c'est la force, l'intelligence l'intelligence, constitution ça ne bouge pas, volonté bien c'est la sagesse, l'agilité ça correspond à la dextérité et le charisme au charisme. Juste en dessous, nous avons les caractéristiques dérivées, donc les caractéristiques qui viennent de nos caractéristiques principales avec de petits calculs, à savoir le RP qui est la résistance physique, le RE qui est la résistance ésotérique, la vitesse qui va vous permettre de calculer le nombre de mètres que votre personnage est capable de faire en un round, où voilà, on tombe dans quelque chose d'assez simulationniste, le descend permet de le faire. Il y a l'endurance et le FDF, à savoir la force de frappe. Nous avons en haut à droite les points de vie et les points de chance. Alors les points de chance, ça vous permet de lancer 2 dés 100 au lieu d'un seul et de garder le meilleur. Mais attention, ça ne se récupère pas si facilement. Les points de santé mentale, et oui, car nous sommes dans un univers qui laisse la place à l'épouvante, à l'horreur, et donc vos personnages peuvent craquer face à ça, que ce soit des horreurs du quotidien, entre guillemets, avec des meurtres ou des horreurs plus surnaturelles. Donc ici on voit une case avec les folies et les phobies, ces grands classiques dont on ne peut plus se passer. Ici nous avons la contamination, puisque qui dit pandémie dit risque d'être contaminé, avec des jauges de contamination que vous cochez et qui montrent votre état de déliquescence. Les dotations, bien c'est l'équipement, hein, donc du classique encore. Armement, voilà, de quoi mettre 3 armes, nom, dégâts, capacité, portée, encombrement, catégorie d'armes et propriété. Les armures, et je vois plusieurs cases, mais pourquoi plusieurs cases? Eh bien parce que juste en dessous je vois localisation. Donc on va pas se retrouver à marquer armure de plaque, imaginons, et on sait que ça couvre tout le corps. Non, non, ici on peut avoir sa veste de cuir, hop, qui va protéger le corps, un joli chapeau en feutre qui donne la classe, mais qui ne protège pas énormément, et pourquoi pas, je sais pas, une épaulette ou une genouillère pour protéger la jambe gauche. Les habitués de Warhammer ou d'ancienne époque de RuneQuest ou d'autres jeux des années 90, bah, ça vous parlera tout de suite, hein, avec ces zones qui peuvent être touchées pendant le combat et qui peuvent amener des malus ou voire même de très graves blessures, et on peut se retrouver avec une équipe déclopée. Voilà, ça a son charme. J'ai toujours été assez fan de ça. On peut s'en passer, mais c'est l'option qu'ils ont choisie, et oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Les possessions, donc ça c'est tout ce qui ne correspond pas à des armes et que vous avez quand même dans votre sac ou ailleurs, hein. Les maîtrises et
talisman. Alors, les maîtrises, j'ai un trou de mémoire. Les maîtrises, la liste des maîtrises d'armes du personnage. Ah oui, bah oui, c'est les armes que vous maîtrisez. Évidemment. Sur cette deuxième page, on a le nom du personnage de nouveau pour eh bien, retrouver sa fiche. Et nous avons nos caractéristiques. Voilà, nos caractéristiques principales qui sont là. Avec en dessous eh bien, les compétences qui y sont reliées avec les cases de compétences avancées et les compétences habituelles, on va dire, plus classiques. Donc par exemple pour mon physique, imaginons que j'ai 35 en physique, hein, je suis pas un grand athlète, mais je suis quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Et imaginons que j'ai en athlétisme eh bien, 25 sur 50. Eh bien j'ai mon 35 et mon 25 qui s'additionnent, ça fait 60. Donc je ferai mon jet sous 60 avec mon descent. Je sais que j'ai 60% de chance d'arriver à faire eh bien, mon action d'athlétisme. En réussite d'action, il faut faire un jet en dessous ou égal. Raté, eh bien, il faut faire un jet au-dessus de notre compétence additionnée. Donc ici, il faudrait faire au-dessus de 60, c'est raté. En dessous de 60, c'est réussi. Si je fais un jet en dessous de mon score et que ce jet est double, par exemple 22, 33, 44, et bien à ce moment-là, c'est une réussite critique. Si je fais un jet au-dessus, exemple 77, 88, et bien à ce moment-là, c'est un échec critique. Voilà, j'aime bien cette façon de calculer l'échec critique et la réussite critique. Ça va vite, il n'y a pas en fait de calcul à faire. Ça c'est fluide, ça donne, ça se repère vite et ça permet d'avoir ces petits bonds de joie autour de la table quand on fait un 44. Ouais, c'est une petite variation par rapport au descent habituel, puisque là parfois c'est calculer le 20e, calculer le 10e, ou alors vous réussissez à faire votre score en dessous du score de départ, et c'est un 0, ah c'est une réussite critique, donc l'unité 0 c'est une réussite critique, l'unité est un 1, et vous avez raté votre score, et là c'est un échec critique. C'est le genre de choses qu'on peut trouver ailleurs. Mais ici c'est des doubles, faites-moi des doubles en dessous, réussite critique, faites-moi des doubles au-dessus, échec critique, nickel, ça fonctionne. Comme d'habitude, voilà, il faut un peu jongler hein, en fonction de votre personnage avec ce type de système descend, et savoir qu'avec plusieurs compétences, on peut arriver au même résultat. Exemple, intimidation. Ici, on lie l'intimidation directement au physique. Donc l'intimidation, visiblement, ici, c'est surtout le fait d'être impressionnant physiquement qui va permettre d'intimider quelqu'un et de lui donner, par exemple, un ordre « dégage d'ici ». Ok, je peux utiliser mon intimidation avec mon physique pour ça, très bien. Mais si je voulais utiliser mon charisme, parce que je pourrais être aussi inquiétant, hein, et dire à quelqu'un de sortir d'ici, avoir un charisme qui fait que j'en impose sans être non plus un catcheur. Il y a des gens comme ça hein, qui sont tout petits et qui sont capables de remettre en place des types d'1m90. Et bien ça par exemple, on pourrait garder notre zone de charisme et faire un jet de commandement. Si j'ai plus de points en additionnant mon charisme et mon commandement, eh bien on va plutôt prendre cette option là, évidemment. Deux voies différentes pour un résultat qui sera le même. Ça peut créer peut-être un peu de confusion chez les jeunes joueurs ou chez les jeunes meneurs, mais ayez conscience de ça et vous verrez que voilà, tout est toujours une question d'adaptation en cours de partie et surtout en fonction de votre personnage. Ça va vous donner des guides de roleplay pour bien interpréter votre personnage. Il y aura peut-être des petites explications à donner aux nouveaux joueurs, par exemple en intelligence, qu'est-ce que ça me permet de faire, la lucidité. Parce que bon, on peut voir ce que c'est que la lucidité en général, mais en termes de jeu, qu'est-ce que ça veut dire artisanat, il faut préciser en quoi, c'est quel type d'artisanat ou pas. La résistance ésotérique, c'est quoi ça, monsieur? Je comprends pas. Prenez bien le temps d'expliquer ces quelques termes-là. Vous faites un petit tour d'horizon. Et là, tout deviendra clair, mais c'est vrai que, instinctivement, bon, bah, fais-moi un jet de métabolisme. Il y a des gens qui auront peut-être un peu du mal, surtout s'ils abordent les jeux de rôle pour la première fois, puisque nous sommes dans un pacte d'initiation, dont le pacte est de nous initier. Ah, donc, ensuite, on regarde un peu... On a la description de ses compétences et de nos caractéristiques. Tant qu'à faire de regarder, eh bien, je vais vous dire ce que c'est que métabolisme. Le métabolisme représente la résistance d'un personnage face aux maladies, aux poisons, ainsi qu'aux conditions environnementales. Instinctivement, c'est bien ce que je pensais. Mais quand on découvre une fiche pour la première fois, ça peut être
troublant. Donc on a la description de nos caractéristiques, des compétences qui les accompagnent. Ensuite, on passe aux explications. Donc la valeur de la compétence, c'est la valeur de la caractéristique plus la valeur brute de la compétence que j'expliquais, qui sont tous les deux basés sur un score qui va de 1 à 50. Et cette addition nous donne le pourcentage. Franchement, efficace, ça fonctionne. Nos caractéristiques dérivées, donc nos points de vie, parfait. La force de frappe, c'est un bonus quand on utilise du corps à corps ou du pugilat. Notre résistance physique, ça représente une espèce d'armure naturelle du personnage. La résistance ésotérique, c'est la résistance naturelle infligée aux dégâts infligés par la magie. Bon, l'équivalent, quoi, le physique, mais pour tout ce qui est magique, quoi. Notre vitesse, vitesse maximale de déplacement d'un personnage en mètres par manche. Et l'encombrement maximal, parce que évidemment vous aurez des malus si vous êtes trop encombré. Donc on est... l'encombrement, bah voilà, c'est intéressant pour certains scénarios, par exemple des expéditions dans le lointain, où on doit faire des choix tactique et drastique sur ce qu'on prend avec soi si on veut survivre. Maintenant, je ne sais pas si c'est nécessaire de s'apesantir trop là-dessus pour une première partie d'initiation, justement, mais bon, au moins on sait que c'est là. L'endurance, ça représente le nombre d'heures dans une journée qu'un personnage peut passer à supporter une activité physique soutenue. Intéressant encore si vous vous déplacez loin, si ils partent en pèlerinage quelque part, mais... bon, pour un truc quotidien, il sera peu d'utilité. Notre jauge de stress, voilà, ce sont les points de stress qui représentent la capacité à endurer les nombreuses expériences cauchemardesques que vos personnages s'apprêtent à vivre. Donc après, on a l'explication de la jauge de contamination. Enfin, je ne vais pas tous les faire là. On a la chance aussi, donc ça je vous ai expliqué, les maîtrises. Évidemment, si je maîtrise une catégorie d'armes, déjà d'un point de vue background, ben, ça permettra d'expliquer que tu as reçu une formation auprès d'un expert par exemple, et puis ça permettra de manier ces armes-là sans malus. Compétences, capacité active, capacité passive, voilà. On est dans ce qu'on retrouve habituellement dans du dessin, avec d'autres noms, avec peut-être des façons de faire un petit peu différentes. Mais si vous aimez le système dessin, là vous allez vous y retrouver, hein, sans problème. Un nouveau chapitre s'ouvre sur les tests de compétences et les jets d'opposition, hein, parce que évidemment maintenant qu'on sait faire nos jets de compétences, il va y avoir des oppositions, notamment dans les combats, à qui réussit le mieux son test. Viennent évidemment se mêler de ces tests d'opposition des degrés de réussite, ce qui va vous rappeler également des choses comme Warhammer. Ça permet d'indiquer à quel point une action est réussie. Ça se calcule comme ça. On soustrait la dizaine de la difficulté à la dizaine du résultat des dés. On a par exemple comme dizaine de difficulté, on a 41. On jette son dé, on fait 29. Ça donnera un degré de réussite de 2. Je m'explique. 41, donc on prend la dizaine, 4. Moins résultat du jet de dé, 29, on prend le 2. 4 moins 2 égale 2. Voilà, ça c'est le truc avec ce genre de calcul, avec le degré de réussite, c'est que on va se retrouver dans des situations de combat ou d'opposition, donc dans des situations qui demandent des actions rapides et fluides, avec un calcul à faire. Même si c'est un calcul simple, même si c'est un calcul qui est intégré parce qu'on a l'habitude, on a quand même ce petit calcul à faire dans des situations où on aimerait laisser de la place à la fluidité. C'est une des choses qui me dérange un peu, mais en même temps, voilà, ça fait partie du pack décent, ça fait partie de ce système-là. Il existe d'autres façons de faire, maintenant c'est un choix, on a pris celle-là, on l'assume jusqu'au bout. Mais ce n'est que le début, c'est un système en tiroir où on va avoir des options, et des options, et des options. À vous, chers joueurs, chers jeunes meneurs, puisque nous sommes en initiation, de faire le tri de ce que vous pouvez eh bien, déjà ingérer pour vos premières parties, et ensuite de ce qui vous sera utile dans vos scénarios. Vous allez comprendre pourquoi je parle déjà de ça, parce que c'est déjà, on se dit, bah il y a juste un petit calcul à faire ici, un petit calcul là, ça va, et les gars, on est quand même loin du claquage de cerveau. Mais le dessin est extrêmement riche en options, en petites règles à tiroir, et si vous voulez tout appliquer à la lettre, il vous faudra un écran
ou alors un cerveau extraordinaire et des joueurs qui partagent cette faculté. Une fois qu'on a l'habitude, tout ça passe, mais malgré tout, même des joueurs expérimentés se retrouvent parfois à devoir bloquer sur leur écran ou se dire « Attends, je regarde si... oui, mais en fait, je dois faire ça. » Pétez pas le rythme. Pétez pas le rythme. Vous avez un outil formidable avec vous, qui vous donne plein d'options, qui vous permettent de faire énormément de choses, mais si pour être en ordre avec une règle, ça doit se payer par une perte au niveau de l'histoire, au niveau du rythme, au niveau de la fluidité de la partie, baquez ça. Restez toujours sur les grands principes qui ont déjà été globalement énumérés ici, avec les jets de descente et degré de réussite, opposition. Et là, vous êtes déjà pas mal. Vous êtes accompagné un peu tout le long de ces explications-là par des exemples, par des conseils de meneurs, qui vont quand même aussi dans le sens de ne vous faites pas mal avec les règles, en fait. Faites au mieux avec ce qui est là, vous avez de quoi faire. Ne paniquez pas face à la matière, surtout si vous débutez. C'est un système qui mérite d'être dompté et qui a des qualités, et qui a ses défauts comme à peu près tous les systèmes, je pense. Ici, on explique les réussites critiques, les échecs critiques, ça je vous l'ai expliqué un peu plus haut, les jets d'opposition, quand faire un jet d'opposition. On a toujours Scully qui apparaît avec ses petits cadres, qui donne des petits conseils, par exemple ici, mettre en valeur les joueurs à travers leurs personnages, pour augmenter le côté héroïque et parfois dramatique de la situation. Je vous conseille d'illustrer l'action en cours par de nombreux détails. Cette règle est surtout intéressante pour les réussites critiques. En effet, ce n'est pas tous les jours que vos joueurs pourront réaliser ce genre d'action épique, alors que l'inverse peut parfois être vécu comme un acharnement ou une humiliation par le joueur qui a dit que les Skulls n'avaient pas de cœur. Donc toujours le petit côté un peu cabotin de Scully, et là, effectivement, au-delà de tous ces calculs, c'est bien d'avoir de temps en temps ce petit bonhomme qui revient pour nous reparler directement en tant que meneur et dire oui, n'oubliez pas d'en profiter pour bien mettre les personnages en valeur. Ce sont de petits conseils, mais qui, s'ils sont réellement appliqués, peuvent transformer une partie moyenne ou en une bonne partie. On parle ensuite des malus et des bonus. Donc ça c'est parce que là, nouveau petit calcul. C'est toujours pas le claquage de cerveau, mais ça s'ajoute au tiroir, et là ça fait partie des mécanismes de base. Donc si vous faites une action facile, vous aurez un plus assez facile, vous aurez un plus 10 à votre compétence. Si c'est une action facile, vous aurez plus 20, si c'est très facile, vous aurez plus 30. Mais attention, si ça devient complexe, vous aurez moins 10. Si ça devient difficile, ce sera moins 20. Si ça devient extrême, ce sera moins 30. L'équipement des personnages, bon bah voilà, on a une petite liste d'équipements qui sera certainement plus longue dans le bouquin de base du jeu, puisqu'ici, pour le rappeler, nous sommes toujours en train de parler d'un pack d'initiation. Et il y a déjà quand même beaucoup de matière dans tout ça, l'air de rien. Alors, armes de corps à corps et de pugilat, donc ce sont des dégâts fixes. Une particularité, c'est un choix, mais pourquoi pas, oui. Les armes de tir et armes à feu. Les catégories d'armes, donc on a les armes naturelles, les armes de pugilat, les armes à une main, armes de tir, armes à feu, pistolet, armes à feu, fusil. Les armures maintenant et les points de protection. Donc une armure de cuir légère donne un point de protection. Le bazar, donc là c'est l'équipement qu'on pourrait trouver dans un bazar. Donc c'est vous voyez un peu de la corde, des crochets, une tente, le pack de l'aventurier, on va dire. L'encombrement, est-ce que ça comporte? Bon, ben, l'encombrement, comme je vous ai dit, à utiliser ou pas, selon les statuts d'épuisement. C'est plus au niveau de l'interprétation, mais si votre personnage est très fatigué, que son endurance est dans les choux, voilà, qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes de jeu? Et s'ouvre un nouveau chapitre sur les confrontations, donc vraiment le combat pur et dur. Là, accrochez-vous, parce que bon, c'est même pour moi ça n'a pas été, il y a des moments, j'ai eu des petits moments de blanc comme ça, où j'étais un peu perdu, alors que je pense quand même bien connaître les principes. C'est beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est important à prendre en compte, puisque vous allez avoir dans les scénarios quand même des scènes d'action, et il faut être à l'aise avec ça pour que ça ne bug pas, quoi. Donc on se retrouve évidemment avec des principes de manche, de tour et action, donc des ordres d'initiative, des ordres de passage. Jusque là, rien de vraiment nouveau, mais voilà, ça demande un peu d'organisation de la part du meneur et des joueurs, parce que à partir de là, on a de nouveau petites règles en tiroir. Il y a les initiatives de base, on va dire, mais alors qu'est-ce qui se passe si on est pris dans une embuscade?
si on est pris par derrière, etc., etc. Donc, comment ça se passe pour attaquer un adversaire? Alors là, on a les options, hein. On peut le charger, on peut se battre avec une main non directrice. Donc ça, c'est à chaque fois, ça rajoute un petit point de règle, une petite variation. D'où l'intérêt d'avoir un écran de meneur ou de préparer un peu à l'avance. Tiens, je sais que ce personnage là c'est un gros bourrin, il y a des chances qu'il lui charge souvent, d'avoir ses règles en clé en main. Défense réactive, donc volontaire, l'esquive, la parade, donc les esquives critiques. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Au final, si vous prenez les choses calmement, hein, et que vous vous lancez dans ce morceau là et que vous lisez ça tranquillement, c'est pas la folie, hein, c'est tout à fait compréhensible et tout. C'est juste que là, on va rentrer dans une partie du bouquin qui est un peu plus, c'est un peu plus ardu, quoi. Faut s'accrocher, quoi. Ça se mérite d'arriver à mener tout ça. On parle ensuite des localisations d'attaque, des malus que ça peut engendrer, des règles d'assommement, encore une règle optionnelle, sachant qu'il y a des armes qui sont plus appropriées pour assommer. Alors les règles de couvert là, là j'avoue c'était un cauchemar là, ça commençait là après s'être bouffé tout ça, rentrer dans le couvert. Je me demande si ça c'était pas le point de trop, si on n'aurait pas pu simplement se contenter pour les couverts de dire que ça donnait un bonus ou un malus de plus 10 ou plus 20 ou moins 10, moins 20 selon les circonstances. Parce que là bon... Exemple, chaque couvert a une efficacité et une solidité. L'efficacité d'un couvert définit la difficulté du jet d'attaque de l'assaillant vis-à-vis du personnage à couvert, et sa solidité définit la réduction de dégâts induits par le couvert si le coup touche la cible malgré tout. Les points de vie constituent la quantité maximale de dégâts que le couvert peut encaisser avant d'être détruit. Moi personnellement je m'en fous un peu de savoir que mon sac de sable devant moi il a tel nombre de points de vie, ou que l'armoire normande de ma grand-mère a plus de points de vie que la chaise que j'ai utilisée pour bloquer. Enfin c'est un peu poussé loin dans le détail, j'ai envie de jouer quoi, envie de passer à autre chose là. Alors les types de blocage, réaliser un déplacement, la mêlée, le tir en mêlée, se dégager d'une mêlée, les influences des sources de lumière, la dissimulation, encaisser des dégâts, infliger des dégâts. Bon, évidemment, ça forcément, infliger des dégâts, encaisser les dégâts, ça fait partie du mécanisme, mais on s'est bouffé quand même beaucoup de points de règle juste avant, et là, on en a encore une couche, Accrochez-vous. Ça, le voyage en vaut la peine, mais accrochez-vous si vous débutez dans ces règles-là, et encore, après faites un peu le tri dans ce qui vous semble nécessaire ou pas, quoi. Point de vie, état critique, mort du personnage. Voilà, en soi, rien de bien grave, rien d'extravagant, mais ça commence à faire beaucoup. Alors, réaliser une cascade, bon, ben ça c'est des tests improvisés, comme par exemple pousser un bloc de pierre, et bien là c'est un test de force. Lancer de la poussière dans les yeux de son adversaire, ben ça pourrait être un test de tir, ou de lancer, ou un test de pugilat. C'est ça aussi que je vous disais, vient s'ajouter de la complexité dans tout ça, dans le sens où vous pouvez utiliser plusieurs compétences pour faire une même chose. Le truc c'est qu'il faudra vérifier si c'est bien cette compétence-là. Si on ouvre cette porte-là, il faut un meneur souple hein, là-dessus. Ne soyez surtout pas un nazi des points de règle avec des systèmes à tiroir comme ça, parce que là vous allez gonfler vos joueurs assez rapidement et vous allez là vous allez peut-être péter une durite quoi. Ensuite en piste on nous donne des conseils. Ils le disent eux-mêmes hein, que c'est un système riche, qu'il y a beaucoup de modules. C'est pas forcément facile à prendre en main quoi, mais que voilà, qu'il faut rester souple par rapport à tout ça. Bref, tout ce que je viens de vous dire et que je vais cesser de répéter. Il y a, je trouve bien quand même un cadre avec l'essentiel, avec un résumé de toutes les règles là qu'on vient de citer. Il vous permettra de voir en un coup d'œil un de ces points si vous avez un doute. Très bien, ça c'est très bien de l'avoir mis. On n'a pas d'écran avec le pack d'initiation, mais là, imprimez-le à la rigueur ou laissez l'écran sur le côté, et vous avez quand même un bon pense-bête à portée de main. S'ensuit un guide du maître de jeu. Ah, ça c'est bien. Qui dit pack d'initiation dit formation de meneur, si on peut dire ça comme ça. Un chapitre sur l'univers et les règles, Scully qui intervient, l'aventure et les joueurs, les grands thèmes de Legacy of the Crown. Important. Très important ça. Savoir de quoi on parle. C'est quoi le thème du jeu? Qu'est-ce que je
je vends à mes joueurs, ne fût-ce que pour présenter le jeu à vos joueurs, leur donner envie de jouer. Il faut avoir ça bien ancré dans l'esprit pour qu'on soit bien en train de jouer à Legacy of the Crown, qu'on lui donne du relief. Les grands thèmes du jeu, l'oppression d'un pouvoir totalitaire, les coulisses d'un complot, l'omniprésence de la mort, la morale et la révolution. Nickel. Moi, de ce que j'ai lu jusqu'à présent, en tout cas, ça me semble clair. Mais c'est bien de rassembler ça et que le meneur ait ça en tête avant d'aborder eh bien, sa partie, son premier scénario. Quelques règles d'ambiance, le diable est dans les détails, c'est vrai, il faut soigner les détails. Le roleplay, qu'est-ce que le roleplay? Le MJ et le roleplay, l'interprétation des jets de dés, la maîtrise, gérer le hasard, récompenser l'initiative, et en avant avec notre Scully qui nous encourage encore et toujours. Et voilà, et on conclut sur un Scully une illustration qu'on voit déjà avant, il me semble, un peu avant, une petite main verte, et on nous dit, vous pouvez dès à présent vous munir du scénario d'introduction, la morsure d'Ingit, les choses sérieuses vont commencer. Ah, pour moi, le scénario, c'est l'élément clé pour déterminer si une initiation va être bonne ou pas. Quand j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, il n'y avait pas tellement que ça des boîtes d'initiation. Enfin si, on en avait par exemple des boîtes d'initiation à Donjons et Dragons et tout ça, des trucs un peu plus synthétisés, avec souvent une profusion de matériel. Mais globalement, de ce que je me souviens, bon, mes premiers pas, moi j'achetais le livre de base, comme ça, il n'y avait pas de pack. Et l'élément qui me faisait rentrer dans l'univers, qui me donnait envie de jouer et qui me donnait envie de le faire découvrir aux joueurs, c'était souvent le scénario qui accompagnait le jeu et qui allait parfois déterminer le style de la suite de la campagne, de la suite de nos aventures pour des années. Donc il y avait des jeux qui m'ont donné très envie grâce au scénario. D'autres qui ont été juste des trucs à vomir, où c'était juste des scénarios où on utilisait nos compétences de manière totalement artificielle, un peu comme un mauvais tuto de jeu vidéo. Pour moi, c'est une première approche qui est importante, parce qu'on peut lire tout le background qu'on veut sur un univers de jeu, la mise en place, la mise en action de tout ça à travers une intrigue, à travers des objectifs et à travers un ton même, je dirais, qu'on peut retrouver grâce au scénario. C'est ce qu'il y a de plus marquant pour moi. Donc pour un pack d'initiation, moi ce module-là, il me semble clé. Évidemment, il faut avoir les règles et tout ce que vous voulez, mais ici, voilà, c'est très important pour moi. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Je vous rassure tout de suite, ça marche. Pour moi, on est dans un bon scénario d'introduction, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le scénario est intéressant. On est à Downhill, un village un peu paumé. On a une exposition plutôt sympathique du lieu, qui n'est pas spécialement sympathique, lui. Et on a, d'entrée de jeu, des personnages pré-tirés, qui sont avec des objectifs clairs, des factions claires, une illustration et une raison, eh bien, d'être là, d'être sur place. Je ne vais pas dévoiler de quoi parle la morsure d'Ingit, je veux vous laisser la surprise, mais on ne démarre pas le scénario en étant comme plop projeté sur la table, comme si on était une figurine, paf, et puis démerdez-vous. Ici, nos personnages auront déjà des objectifs personnels en plus de l'objectif général du scénario. Des objectifs qui ne sont pas forcément toujours en accord avec les autres, puisque nous avons différentes factions, et ça c'est peut-être une des difficultés du jeu ici, puisque nous avons des factions qui sont amies avec la reine, d'autres qui sont carrément opposées. Pour moi, ça, je pense que ce sera une des difficultés dans le jeu. Mais ça, ici je vais rester sur le scénario. Dans la structure, on a des titres clairs, on a encore des petites interventions de Scully qui nous permettent de préciser certaines choses au cours de la lecture. La lecture est agréable, la présentation n'est pas dénuée d'un certain sens de l'humour, les personnages jouables sont illustrés par de très chouettes dessins qui cadrent bien avec l'univers.
Donc vous avez quelque chose vraiment à proposer, quelque chose de concret à vos personnages, et on peut démarrer quasiment sur le pouce, pour peu qu'on ait quand même un peu expliqué les règles. Et on a aussi même un personnage qui n'appartient à aucune faction. Donc il est un peu particulier. Ils ont une histoire intéressante, ils ont, et surtout, mais ça vraiment, n'oubliez ça, c'est valable pour tous les jeux de rôle, un objectif de départ. Donnez des objectifs à vos personnages et il se passera toujours quelque chose autour de votre table. Pour moi, le scénario en lui-même, vous en avez pour facilement 3 sessions, hein. Au moins 2, facilement 3. Bon, Downhill, c'est un endroit qui est quand même isolé, hein, avec des personnages assez pittoresques. C'est un lieu inquiétant, il s'y passe des choses étranges. Vos personnages vont être un peu des pièces ajoutées à tout ça, donc ils ne sont pas forcément toujours les bienvenus. On a des éléments, évidemment, les éléments de steampunk sont là, les éléments d'épouvante sont là, les éléments d'investigation et d'enquête sont là. Il y a du mystère, il y a des personnages aux intentions qui méritent une enquête, je veux dire qui sont intrigants. Il y a des personnages qui sont plutôt drôles, mais quand même pas forcément sympathiques. On a des tables de rumeurs qui permettent de relancer un petit peu les informations. Tous des tableaux comme ça qui permettent de nourrir un peu le meneur et de lui permettre de dynamiser le tout. On a pas mal d'illustrations, que ce soit pour le chapitrage ou même carrément pour faire des plans quand il y a des lieux où il peut se passer de l'action. Tout ça est très bien fait, c'est didactique. Les illustrations sont vraiment plutôt jolies en fait, et surtout cadrent avec l'univers. Ça, pour moi, c'est un sans faute. On a un bon équilibre entre quelque chose de dirigiste et de la liberté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le scénario va avancer, on va commencer à pouvoir lâcher un petit peu les joueurs de ci, de là, dans Downhill, et leur permettre de prendre des initiatives différentes. Donc peut-être de séparer le groupe à certains instants. Les PNJ qui vont affronter, ou avec lesquels ils vont pouvoir discuter, ou avec lesquels ils vont peut-être avoir des échanges de vues, sont bien construits. Le récit lui-même est bien construit. Donc, pour moi, c'est un modèle de scénario d'initiation. Il donne envie d'y revenir après les pauses, et il est globalement, quand on a terminé le scénario, on a vécu une grande aventure qui devrait laisser des souvenirs aux joueurs et normalement leur donner envie de continuer l'aventure Legacy of the Crown. Le meneur sera assisté du début à la fin. On fait, grâce à Scully, des petits rappels de points de règles. Donc ça c'est très bien par rapport à la complexité, au côté un peu touffu des règles, que vous ayez parfois des petits cartes qui vous rappellent rapidement ce point de règle précis qui là va être utile dans la scène. Là c'est bien, là, voilà, le travail est pré-mâché à ce niveau-là, et ça c'est très bien qu'ils y aient pensé. On a dans les annexes un Dramatis Personae où on retrouve les fiches des personnages importants de Downhill, des PNJ principaux que vos joueurs vont pouvoir rencontrer. Ceux-là sont plus développés, ils sont également illustrés, hein, parce que rien ne vous empêche d'imprimer par exemple ces fiches-là et de découper les illustrations, vous les collez avec un aimant sur votre tableau à côté, comme ça les joueurs pourront les reconnaître. Qu'on soit un joueur habitué ou un nouveau joueur, c'est toujours bien d'avoir ces personnages-là, de pouvoir les identifier, et ça participe à la visualisation un peu de l'univers. Alors il y a des personnages secondaires où là il n'y a pas d'illustration, qui sont là, et donc des personnages un peu plus passe-partout, ça que vous avez dans votre annexe, comme les agents de police de manière générale, ou genre de persos qu'on peut croiser en ville, quoi. En plus c'est une ville marine avec tout le mystère que ça comporte, et toutes les légendes et du folklore.
Vous avez ensuite, à la fin également, une reprise de tous les documents hein, qu'on trouvera. Donc une carte de downhill avec des points illustrés dessus, donc avec numérotés pour vous aider lors de votre maîtrise à savoir que là il se passe ça, là il se passe ça. Des descriptions, des indices, comme on aimait bien ça, comme on retrouvait aussi, on le refait encore maintenant, mais des indices physiques que vous pouvez découper, quoi, imprimer et mettre au milieu de la table, quoi, et des documents chiffonnés ou des choses comme ça, ça a toujours son petit effet, hein, ce genre de choses. Alors des pistes également pour éventuellement une suite, en fonction de la façon dont vos personnages auront géré cette partie. Bref, beaucoup de matériel, et du matériel utile, que ce soit pour le meneur ou pour le joueur. Ça nous transporte dans l'univers de Legacy of the Crown, on a envie d'en savoir plus, on se fabrique des souvenirs intéressants, on va connaître de l'effroi, on va connaître du suspense, on va connaître de la grande aventure et des combats épiques. Le pari est réussi. La morsure d'Ingit est un bon scénario d'initiation, c'est pas un truc où on se fout de votre gueule avec un tuto ridicule. Non, là vous avez une vraie histoire, vous avez plusieurs séances d'assurés qui vont vous permettre d'apprendre les règles au fur et à mesure. Et voilà, et la magie prendra, la recette prendra. Si après la morsure d'Ingit, tout le monde sort satisfait, il y a de fortes chances que vous ayez envie de continuer l'aventure. Bon travail. Et le dernier document que nous trouvons dans notre pack, c'est tout simplement une carte de visite avec un QR code. Voilà, ça c'est pour conduire aux réseaux sociaux. Je dirigerai principalement vers le site du jeu. Les liens seront en description. Si je devais donner une conclusion à tout ça, on est face à un pack d'initiation, rappelons-le, nous ne sommes pas face au livre de base, nous ne sommes pas face à un supplément. Le but est ici de vous donner goût à l'aventure, de vous donner goût à Legacy of the Crown, donc de découvrir ce que c'est, quelle est la thématique du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, et d'être un peu séduit, d'être amené à avoir envie de plonger là-dedans. Ça, c'est un côté de l'initiation. L'autre initiation, ce serait carrément de vous donner goût au jeu de rôle et de faire vos premiers pas dans ce loisir formidable. Je pense que des deux côtés, c'est une réussite. Ça peut donner envie de jouer au jeu de rôle et ça donne envie, évidemment, de voir la suite. Ce qu'il y aurait de plus en fait. Qu'est-ce que c'est exactement que cet univers, qu'est-ce que la reine Victoria nous prépare, comment ça va se terminer cette histoire de pandémie, de rouille, qu'est-ce qui se passe dans les différentes régions du Grand Royaume. Voilà, pour moi je pense qu'il y a moyen d'accrocher à ça, surtout si vous êtes un fan de steampunk, tout simplement. Ce n'est pas mon type d'univers préféré, mais franchement, je pense que j'aurais passé un bon moment sur la morsure d'Ingit, sur le scénario proposé. Le système de jeu, voilà, il a ses qualités, il a ses défauts, mais il a fait ses preuves. Et encore une fois, pour une initiation, il y a des gens qui, selon leur goût, pourront tout à fait être initiés avec un Rollmaster ou un culte. Oui, je sais que c'est peu probable, c'est pas vraiment ce qu'on va proposer pour initier une table d'enfants par exemple, évidemment. Mais si votre point de départ c'est j'aime le steampunk, ça mérite quand même d'être vu, hein. Il faut y jeter un coup d'œil. Mon petit bémol là-dessus, ce serait que je n'ai pas encore, puisqu'ici c'est juste une initiation, c'est juste un pack d'initiation, je n'ai pas encore vraiment senti ce en quoi cet univers-ci se démarque d'autres univers steampunk. Je veux dire, quelle est vraiment sa personnalité. Pour moi, elle n'a pas encore pris tout à fait son ampleur. C'est une bonne source pour découvrir le steampunk, mais je n'y vois pas encore le truc qui me fait me dire
ah, ce n'est pas un découvre l'univers steampunk avec les grands codes du style, mais ceci est Legacy of the Crown. Voilà, je ne ressens pas encore ça, mais là évidemment c'est beaucoup trop tôt pour en juger, puisque je n'ai pas le livre de base entre les mains. Je trouve que la réalisation générale du pack est extrêmement propre, voire académique. C'est pas une insulte, c'est pas un problème d'avoir quelque chose de propre et d'académique. Je préfère ça que nous proposer un truc bourré de fautes, avec une organisation complètement bordélique, et où on ne comprend pas où on va. On sent que c'est une jeune équipe, avec des gens qui viennent de différents horizons, qui ont différentes expériences au niveau du jeu de rôle, et on sent qu'ils ont voulu faire le mieux possible. Au point que il y a ce côté trop propre peut-être, avec des choses déjà vues un peu dans d'autres jeux, mais on sait que ça fonctionne, on sait qu'on peut se reposer là-dessus, on vous propose un système assez complexe, mais surtout paniquez pas et vous pouvez jouer de manière plus décomplexée. Je n'ai pas eu la sensation de grande surprise ou de rentrer dans quelque chose de tiens, j'avais jamais vu ça ailleurs. Non, j'ai eu vraiment une sensation de ok, ça j'ai déjà vu ça ressemble à ça, sans pour autant que ce soit de la repompe, parce qu'on sent qu'il y a quand même derrière tout ça une vraie passion de l'équipe et une envie de bien faire. Et ça, je ne peux que saluer cette démarche. Je tire mon chapeau là-dessus, parce que finalement, oui, ça a un côté académique, mais c'est bien fait. Et on sent qu'il y a des vrais gens derrière. Et je salue aussi le fait qu'en cette époque compliquée, c'est encore plus difficile et risqué de se lancer dans l'aventure de la création d'un jeu. Et ça, je dis, ça ne mérite que le respect. Je leur souhaite donc une bonne réussite et de continuer à développer cet univers, à s'accrocher à ce qu'ils ont déjà bâti, parce qu'on sent qu'il y a un potentiel, on sent que ça peut prendre de l'ampleur, comme ça pourrait aussi retomber. Tout dépendra un peu de ce qu'ils vont mettre dans le livre de base et les suppléments qui viendraient éventuellement. Il faut que ça vive maintenant, il faut que le jeu soit connu, il faut que ça tourne autour des tables. Il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel, il y a une volonté de bien faire, et ça doit être encouragé. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel de Legacy of the Crown. Vous y trouverez les dernières actualités, des informations sur l'univers, sur les factions, les régions, et la boutique où vous pourrez éventuellement commander le PDF ou une édition standard, donc physique, de ce pack d'initiation. Alors je vois que le kit d'initiation est à 25 €. Alors là, c'est comme toujours, hein, ça dépend de l'état de votre bourse et de l'état de votre motivation par rapport à ce que vous avez découvert. Moi, ce que j'aime dans le PDF, c'est une des choses pour lesquelles j'aime le PDF, c'est pour les petits prix. De manière générale, moi je préfère le physique, hein. J'aime avoir un bon livre entre les mains, mais ce qui me ferait aller vers le PDF, c'est l'accessibilité au niveau du prix. 25 €, ça peut paraître beaucoup. Maintenant, il faut se rappeler qu'on est face à une création auto-éditée, une jeune équipe qui a envie de bien faire et dont les futurs projets dépendent évidemment de l'argent qu'ils vont pouvoir rentrer en début de projet. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir. Vous êtes libre de vous lancer ou pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette découverte de Legacy of the Crown vous aura plu et inspiré. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.